having a complete oil market collapse happening right now. You'll see it's more of a financial thing than an oil situation. So it's largely a financial squeeze. You have a great chance here. Bear in mind you can lose it all if you're not careful. Ça, c'est un baril de pétrole. L'une des matières premières les plus importantes de la planète. Sans lui, pas de voiture, pas d'avion, pas d'usine. Et normalement, ce baril vaut cher. 20 $, 50 $, parfois même 100 $. Mais jamais moins que zéro. Ça, c'est impossible. Du moins, c'est ce qu'on croyait. Pas forcément une très bonne nouvelle pour l'économie mondiale. L'effondrement du baril de pétrole qui est vraiment spectaculaire. US price of oil had fallen below zero. De voir un prix du pétrole qui s'effondre aussi rapidement. Le 20 avril 2020, ce baril est tombé à moins 36 $. Oui, vous avez bien entendu, moins 36. Des milliers de dollars partis en fumée. Des banques piégées, des fonds d'investissement ruinés. Mais comme on dit, dans chaque crise se créent des opportunités. Et justement, j'ai enquêté. Durant ce crack historique du marché, une poignée de traders londoniens avait vu ce trade. Des types ordinaires, parfois tout jeunes, qui jusqu'à là n'avaient gagné que quelques milliers d'euros sur les marchés. Sauf que ce jour-là, durant ce crash historique, ces traders tenaient des positions en vente avec leurs fonds d'investissement. En clair, plus le prix du baril de pétrole chutait, plus leurs bénéfices explosaient. En quelques minutes, ces traders ont encaissé des centaines de millions. Une fortune digne des plus grands fonds financiers. Dans cette vidéo, on va donc décortiquer comment un marché aussi stable et aussi surveillé que le pétrole a-t-il pu s'effondrer sous zéro. Mais aussi comment ce crack aurait pu être anticipé par plus ou moins n'importe qui. Et enfin, qui étaient ces hommes qui ont réussi à repérer l'impossible et transformer cet événement historique sur le marché en une fortune générationnelle. Le pétrole, c'est l'or noir de notre siècle, l'énergie qui alimente la planète entière. En quelques chiffres, ce que vous devez comprendre, c'est que chaque jour, plus de 100 millions de barils circulent entre continents. Des tankers quittent l'Arabie Saoudite, la Russie, les États-Unis. Ils traversent les océans, alimentent les raffineries et remplissent les pipelines. Le baril, c'est comme l'unité de mesure du pétrole. Concrètement, un baril équivaut à environ 159 litres. C'est assez pour faire rouler une voiture pendant quelques semaines ou faire voler un avion quelques minutes. Dans le monde dans lequel on vit, sans pétrole, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de commerce mondial, il n'y a pas d'industrie. Le pétrole est vraiment partout, dans les carburants, dans les plastiques, dans les engrais, jusque dans certains médicaments. Son prix, c'est bien plus qu'un chiffre. C'est la boussole de l'économie mondiale. Quand il grimpe, tout augmente. Le transport coûte plus cher, les usines dépensent davantage pour produire, et même les exportations deviennent plus compliquées. Ce même pétrole, depuis 50 ans, a tout traversé. En 1973, l'OPEP entre en jeu. L'OPEP, c'est l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. En clair, c'est comme un cartel qui regroupe les plus gros producteurs de la planète. L'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak, le Venezuela. Leur objectif, il est simple. Contrôler la production, fixer les prix et avoir un pouvoir énorme sur l'économie mondiale. Par exemple, c'est ce qu'ils décident de faire en 1973, couper l'accès au pétrole pour l'Europe et les États-Unis. Le but d'avoir coupé cet accès, c'était de les punir pour avoir soutenu Israël pendant la guerre du Kippour. En quelques semaines, avec cet événement, le prix du baril a été multiplié par 4. Certaines stations-service ont fermé parce que l'essence devenait rare. Chaque litre comptait. C'est ce qu'on appellera le premier choc pétrolier. En 1990, deuxième crise, la guerre du Golfe quand Saddam Hussein envahit le Koweït. Pareil, le baril double en 2 jours. Et la fameuse année 2008, la crise des subprimes. Le baril grimpe à 147 $ avant de retomber à 30 $ en quelques mois. Ce que vous devez retenir de tout ça, c'est que chacune de ces fois, le pétrole a le potentiel d'impacter une économie entière, de faire tomber des gouvernements ou même de provoquer des guerres. Mais malgré tout, une règle semblait impossible. Un baril ne peut jamais valoir zéro. Un baril de pétrole a toujours une utilité. On peut le brûler, le stocker, le transformer, et même durant les plus grosses crises, il a toujours gardé une valeur. Pourtant, cet équilibre n'allait pas durer. Car au début des années 2020, une crise inattendue a frappé la planète. Une crise capable de clouer les avions au sol, de vider les routes et paralyser des continents entiers. Et soyez attentifs parce que ça pourrait très bien se reproduire. Vous l'avez tous vécu. Et comme vous allez le voir, il a provoqué l'une des pires catastrophes financières de l'histoire moderne. On est en janvier 2020. Les marchés sont calmes, les économistes parlent de croissance modérée. Le pétrole, lui, se porte bien. Le baril américain, le WTI, s'échange autour de 60 $. Un prix banal. Ni trop bas. Juste ce qu'il faut pour que les producteurs s'enrichissent et que les consommateurs tiennent le coup. C'est l'équilibre. Sauf qu'à ce moment-là, une pandémie touche le monde entier. En quelques jours, les rues se vident, les marchés s'effondrent et l'économie mondiale se met sur pause.
China is urging its citizens not to travel abroad. The coronavirus presents a public health emergency. China has identified mysterious new virus. Invisible, insaisissable qui progresse. Or coronavirus disease. COVID-19 can be a pandemic. The economic impact will be brutal. Au début, personne n'y croit vraiment. On parle d'abord d'une épidémie locale limitée à une seule région. Mais très vite, comme vous le savez, le virus franchit les frontières et se transforme en une pandémie mondiale. Il se répand en Corée, en Italie, en France, partout en Europe et aux États-Unis. Sauf que là, tout s'arrête. Les avions sont coulés au sol, les usines ferment, les villes se confinent et les autoroutes se vident. En quelques semaines, la consommation mondiale de pétrole s'effondre. Pas de 2 ou 3%, mais de 20 à 30 millions de barils par jour. C'est comme si du jour au lendemain, toute la consommation des États-Unis et la moitié de l'Europe avaient disparu. Jamais dans l'histoire moderne, un tel effondrement n'avait eu lieu. Alors, l'OPEP rentre en jeu. En avril 2020, il s'allie même avec la Russie et les États-Unis pour annoncer une réduction historique. 10 millions de barils par jour en moins de production. Résultat tout à fait logique, les prix s'écroulent. Le WTI glisse de $60 en janvier à $20 en avril. Mais là, un nouveau problème apparaît. Le stockage. Parce qu'un puits de pétrole, ça se ferme pas comme un robinet. Arrêter le forage d'un puits, ça coûte une fortune. Parfois, ça détruit un gisement entier. Alors les producteurs continuent de pomper et les barils s'accumulent. Aux États-Unis, tout converge vers un seul lieu. Cushing, Oklahoma. Imaginez-vous un hub gigantesque de cuves et de pipelines. Capacité environ 80 millions de barils. Pour comparer, c'est l'équivalent de 80 stades de football remplis jusqu'au bord de pétrole brut. Le but de ce hub, c'est recevoir les pétroles des bateaux pour les redistribuer ensuite en Amérique. En temps normal, dites-vous que le gigantesque centre de stockage Cushing tourne à moitié plein, autour des 50%. C'est-à-dire que jamais dans l'histoire, ce hub a été rempli. Tout le temps, il y a des allers-retours entre les barils qui rentrent et les barils qui sortent. Donc une marge de 50% est toujours négociable. Mais en avril 2020, les cuves montent à 80%. Sauf que ce chiffre est aussi trompeur. Pourquoi ? Parce qu'une partie de ces réservoirs est déjà réservée à l'avance par des contrats stockage. Donc impossible d'y mettre du nouveau pétrole. Et parmi ceux qui restent, certains ne sont pas du tout adaptés à tout type de brut. Par exemple, un réservoir prévu pour du pétrole léger ne pourra jamais recevoir du pétrole lourd. Résultat, sur le papier, il restait encore plein de places disponibles. Mais en réalité, ce hub allait devenir inexploitable. Et là, on y vient. Vous vous rendez compte du problème ? Personne ne consomme ce pétrole parce que les avions volent plus, les usines tournent au ralenti et les voitures restent au garage. Et pourtant, chaque jour, des producteurs continuent de livrer des milliers de barils. Des barils qu'il faut absolument stocker quelque part. C'est-à-dire que chaque baril supplémentaire devient un problème logistique immédiat. On estime qu'à l'époque, entre 15 et 20 millions de barils étaient ajoutés chaque jour dans ce système. Rien qu'aux États-Unis, imaginez-vous que c'est comme un supertanker entier rempli de pétrole qui s'ajoute chaque 24 heures. Alors, on pense à des premières solutions pour maîtriser tout ce chaos. Première chose qu'on fait, c'est qu'on loue des navires pour les transformer en réservoirs flottants. On stocke ce pétrole dans les trains, on remplit les pipelines. Sauf que, fun fact, j'ai fait mes recherches, mais ça coûte une fortune. Immobiliser un tanker, ça coûte jusqu'à $200 000 par jour. À plusieurs milliers de kilomètres de Cushing, à Londres, 4 traders fixent leur écran et comprennent que quelque chose ne va pas. Paul Cummins, Chris Rose, Aristos Demetrius, Elliot Pickering. À première vue, ces 4 traders ont rien de spectaculaire. Juste des personnes discrètes, formées dans l'une des arènes les plus brutales de la City, ce qu'on appelle la Tower Trading. La Tower Trading, c'est pas une banque d'affaires, c'est pas une salle bombardée d'ordinateurs, c'est un environnement beaucoup plus brut, avec des bureaux super simples, et elle est connue pour être une vraie école de spartiates financiers. La particularité, c'est qu'ici, personne n'a un salaire fixe. Tu trades avec ton propre argent, si tu gagnes, tu restes, par contre si tu perds, tu vas faire autre chose. Quand Tower Trading ferme ses portes en 2018, Cummins et les autres décident de voler leurs propres ailes. Ils montent alors leur propre structure de trading, Vega Capital London. Une petite équipe ultra spécialisée où chacun joue son propre capital. Leur atout, c'est la coordination. Ils agissent ensemble sans jamais ouvrir de trade solo. Dans ce groupe, on apprendra ensuite que 2 nouvelles recrues viennent compléter le tableau. George, le fils de Cummins, et Connor Younger, qui a 22 ans à peine. En 2020, et ce sont quasiment les seuls, tous ces traders comprennent ensemble qu'une crise est en cours. C'est simple, les cuves de pétrole se remplissent, les contrats continuent d'arriver, et il n'y a plus de place pour stocker le pétrole. De plus, 3 autres signaux leur sautent aux yeux. Premier, c'est le calendrier. Le contrat WTI pour livraison en mai expire à chaque fois le 21 avril. Ce qui veut dire que quiconque détient encore une position acheteuse à ce moment-là doit assumer une livraison physique à Cushing.
1000 barils par contrat. Sauf que sans cuve réservée, c'est la catastrophe assurée. Deuxième point, ce stockage. Cushing frôle les 80% de remplissage. Mais comme on l'a vu, ce chiffre est trompeur. Une partie est déjà prélouée. En pratique, la marge restante est quasiment inexistante. Ce qui veut dire qu'arrivé à l'entrepôt, ce baril ne pourra pas être stocké. Troisième point, la courbe de prix. Normalement, le mois de juin cote à chaque fois un peu plus cher que le mois de mai. C'est ce qu'on appelle le contango. Car forcément, les gens qui ont acheté plus tôt se font plus de profit. Il faut savoir que c'est un marché où il y a énormément de spéculation, donc beaucoup achètent à la sortie des contrats pour revendre plus cher le mois suivant. Mais cette fois-ci, c'est impossible. Il n'y a plus de place. Traduction, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le 20 avril, d'après leur estimation, ce pétrole ne sera plus un actif. Ça va être un véritable fardeau, un colis encombrant dont tout le monde va devoir se débarrasser. Et c'est exactement ce scénario que Vega Capital veut trader. Là où la plupart des acteurs pensent que zéro est un plancher naturel, eux, ils savent qu'avec ce contexte, c'est l'opportunité de leur vie. Et il n'y a plus de plancher. Après s'être concertés, comme à leur habitude, ils ouvrent donc leur plateforme de trading et sont prêts à poser leur ordre de vente. Avant de comprendre comment ils vont se transformer ce chaos en un jackpot, il faut d'abord que je vous explique les règles du jeu, notamment sur ce type de contrat, les contrats futurs. Un contrat futur, c'est comme une promesse. Quand tu en achètes un, tu t'engages à recevoir 1000 barils de pétrole à une date précise. L'inverse, c'est que quand tu en vends un, tu t'engages à livrer 1000 barils. La réalité est différente, c'est que 99% des personnes n'attendent jamais cette livraison. Personne ici ne veut voir débarquer un camion de brut devant chez eux. Ce que vont faire les traders, c'est simple, ils vont acheter, ils vont revendre et garder seulement le prix de différence. L'exemple, j'achète le baril à 30 $, je le revends à 40 $, résultat, je viens de faire 10 $ de bénéfice, soit 10 000 $ de gain sur un seul contrat. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Je vends d'abord le baril à 30 $, ça tombe à 20 $, je le rachète moins cher. Pareil, je viens de gagner 10 $ par baril, soit 10 000 $ de profit. Ça, c'est être en short, parier à la baisse sur le marché. La subtilité, c'est que si tu gardes ton contrat jusqu'à l'échéance, là, c'est plus virtuel. Tu dois réellement recevoir ou livrer 1000 barils à Cushing, Oklahoma. J'ouvre une petite parenthèse, si vous faites du trading, ne vous inquiétez pas. La plupart des brokers, ce qu'ils vont faire, c'est que soit ils vont vous mettre sur des contrats CFD, donc vous ne pouvez pas prendre ce risque, soit alors si vous êtes sur futur, ils vont vous interdire d'avoir une position ouverte plus de 24 heures. Et donc à 23 h, automatiquement, le broker va clôturer les positions pour vous pour éviter ce genre de soucis. Bref, revenons à nos traders. On a fait des recherches avec mon équipe, on a creusé dans les rapports, dans les témoignages, dans les carnets d'ordre de cette journée et on a réussi à reconstituer exactement le plan en 2 étapes de Vega Capital sur ce jour-là. La première phase, c'est la plus marrante. Faire descendre le prix du pétrole doucement, sans se faire repérer. Le 20 avril, quelques heures avant la fermeture, ils commencent à injecter leur première position. Attention, ils décident de ne pas ouvrir un énorme ordre qui aurait pu alerter tout le monde. Ils font quelque chose de beaucoup plus malin. Ils vont ouvrir des ventes par morceaux. Première vente, 20 000 barils à 18 $. Puis 20 000 barils à 16 $. Puis 14, 12, 10. De plus en trading, on a ce qu'on appelle l'effet boule de neige. À chaque fois que le prix baisse, d'autres se mettent aussi à vendre. C'est comme une réaction en chaîne. La première tuile de domino tombe, puis entraîne tous les autres. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que dès que le prix baisse trop, certains traders se font liquider ou viennent se faire stopper. Et donc le courtier revend tout automatiquement. Et ça fait encore plus baisser le marché. C'est littéralement comme une boule de neige qui tombe d'une montagne. Plus le marché chute, plus il a tendance à chuter. C'est pour ça que les cracks sont aussi violents, c'est ce qu'on appelle une cascade de liquidation. Deuxième étape, profitez du moment de la clôture. En fin de journée, il existe une petite fenêtre de 2 minutes. Cette fenêtre, c'est celle qui permet de fixer le prix officiel du pétrole. Ça s'appelle le trading at settlement. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est imaginer que ça soit l'heure de rendre la copie à l'école. Si jamais t'as pas écrit ta réponse sur ta copie, t'es coincé, tu dois absolument rendre ta feuille au professeur. Ben ici, c'est pareil pour les traders. Ceux qui gardent encore leur position acheteuse, à ce moment-là, doivent accepter la livraison physique. 1000 barils par contrat. Sauf que vous savez très bien ce qui se passe à Cushing et leurs entrepôts qui sont déjà pleins. C'est à partir de ce moment-là que les acheteurs se rendent compte qu'il n'y a qu'une seule option. Revendre et vite, sinon ils prennent le risque de recevoir des milliers de barils et de pas savoir quoi en faire ensuite. Et Vega en profite, ils envoient de nouveaux ordres de vente au moment où le marché est au plus fragile. Plus les heures passent, plus les gens doivent se dépêcher de vendre. Résultat, le prix décroche d'un coup. Moins 20 $ le baril, moins 25 $ le baril, moins 30 $ le baril. Et vous allez voir que c'est que le début de ce crash. Ce 20 avril, pour la première fois de l'histoire, le baril de pétrole vaut moins que 0. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Vega n'a toujours pas encaissé. Leurs positions short sont encore ouvertes avec des millions de dollars de profit et ils attendent le moment idéal pour fermer. En trading, quand quelqu'un gagne, il y a forcément quelqu'un qui perd en face.
C'est ce qu'on appelle les vases communicants. Pendant donc que Vega tient ses profits à plusieurs millions de dollars, c'est l'autre côté du marché qui s'écroule, notamment du côté des investisseurs particuliers, piégés dans l'ETF USO. C'est un ETF qui est censé être simple et sécurisé, qui permet de répliquer la performance du pétrole pour ceux qui veulent s'exposer à ce type d'actifs. Sauf que ici, ils voient leur argent fondre en direct. Je vais pas rentrer dans les détails, mais vous l'avez bien compris. Le pétrole, à chaque fois, on doit le trader via des contrats. Et cet ETF qui réplique les performances du pétrole, il ne stockera jamais le pétrole physique. Il recycle ses contrats à terme mois après mois. Et ce 20 avril, pris au piège, il doit liquider n'importe quel prix. Sinon, le broker se retrouve avec des barils de pétrole. Résultat, effondrement total. Des centaines de milliers d'investisseurs perdent tout ce qu'ils ont investi. De l'autre côté, il y a aussi des géants qui se font broyer. Des banques, des hedge funds, des institutions massives reçoivent des appels de marge. Ajoutez des garanties où vos positions seront liquidées. Mais quand le pétrole plonge sous zéro, il n'y a plus rien à ajouter. Les positions explosent en chaîne. Selon la CFTC, ce jour-là, des centaines d'acteurs institutionnels enregistrent déjà des pertes colossales alors que les marchés ne sont toujours pas fermés. Des milliards partis en fumée et la séance n'est même pas encore terminée. Alors que le marché continue à s'enfoncer et que Vega garde ses shorts ouverts, en même temps, une autre tempête se lève en coulisses. La question de la responsabilité. Parce que dès le lendemain, à Washington, les projecteurs se braquent sur la CFTC. C'est le régulateur des marchés à terme. Comment le pétrole a-t-il pu passer sous zéro? Est-ce que c'était quelque chose d'inévitable ou est-ce que quelqu'un a volontairement accéléré le crash? Les enquêteurs plongent dans le carnet d'ordre, seconde par seconde, et un nom revient avec insistance. Vega Capital London. Nos traders de Londres, maintenant multimillionnaires. C'est sûr que pour nous, voir leur coordination parfaite, leurs volumes colossaux, leurs ventes répétées, c'est magnifique. Mais pour d'autres, c'est pas juste du trading, c'est une attaque au marché calculée. On n'oublie pas, il y a des milliers de personnes qui ont été ruinées à cause de ce crash. Maintenant, la question, c'est où est la limite? Parce que vendre massivement un actif, c'est légal. Mais agir ensemble pour écraser le prix, c'est autre chose. Certains donc crient à la manipulation. D'autres estiment que Vega n'a fait qu'exploiter une faille connue, le fameux trading at settlement. En parallèle, imaginez-vous bien, la colère monte. Des banques ruinées, des hedge funds pulvérisés, des investisseurs particuliers lessivés. Pour eux, ces 4 traders n'ont pas simplement profité du chaos, ils l'ont amplifié. Et s'ils n'avaient pas ouvert ces ventes, rien de cela se serait passé. Pendant que Vega tiennent tranquillement leur position gagnante, d'autres sont en train de perdre des millions. Par exemple, on a Interactive Brokers, qui est un des plus gros courtiers qui existe, qui perd 88 millions de dollars parce que la plateforme ne savait pas gérer un prix négatif. Cet ETF grand public, censé investir facilement dans le pétrole, implose. Contraint de revendre ses positions à perte, il est balayé du marché. Les gens du secteur trinquent aussi. Chesapeake Energy, l'un des pionniers et symboles du pétrole de schiste américain, dépose le bilan quelques semaines plus tard. 28 minutes. C'est le temps qu'il aura fallu pour faire bousculer l'histoire. À 14h08, heure de New York, le contrat WTI mai 2020 clôture officiellement à moins 37,63 $. Un prix irréel gravé dans la mémoire de Wall Street. À cet instant précis, Vega ferme ses positions. Leur pari est terminé. Bilan, 660 millions de dollars de profit. Les montants sont délirants. Connor Younger, qui a à peine 22 ans, empoche 81,5 millions. Elliott Pickering, 81 millions. Chris Rose, 73 millions. Et Paul Cummins, 25 millions. En une demi-heure, ces traders ont changé leur vie, mais d'autres se sont éteintes. Voici l'histoire du jour où le pétrole est passé sous zéro. Le baril, un symbole de puissance économique, et pourtant, en 2020, il a eu un prix, moins 37 $. Ce jour-là, ce que je trouve le plus fou, c'est que les banques institutionnelles, les fonds d'investissement, les petits investisseurs qui se sentaient en sécurité ont été pulvérisés, alors que cette petite poignée de traders ont gagné ce que d'autres ne verront jamais en une vie entière. Et moi, de toute cette histoire, j'en retire une leçon, c'est qu'aucun marché n'est indestructible et que surtout, des fois, on arrive à voir des opportunités qui paraissent tellement logiques, tellement faciles, mais que personne n'a encore pricé. Et finalement, il suffit d'avoir un seul trade comme ça pour complètement changer sa vie. Merci d'avoir suivi cette enquête jusqu'au bout. C'était un plaisir pour moi et mes équipes de la faire. Si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de mettre votre pouce bleu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que pour vous, ce trade était logique et tout le monde aurait pu le faire? Ou est-ce qu'au contraire, avoir un actif qui est négatif paraît complètement surréaliste et vous aurez jamais risqué une bille? En tout cas, moi, je me souviens très bien de ce jour-là sur le marché. J'étais sur mes graphiques et j'avais jamais connu une volatilité aussi élevée de toute ma vie. Personnellement, moi, je rentre pas sur ce genre de marché. Peut-être que j'aurais dû. C'est comme ça, c'est la vie. Et puis, si jamais vous voulez aller plus loin sur le marché, avoir accès à des trades au quotidien, des stratégies et des lives de prise de position, là, je vous invite à cliquer sur le lien en bas de la vidéo. Dessus, vous allez retrouver comme un journal intime en trading. Et sur ce, je vous souhaite à tous un excellent trading. Faites attention à vous sur les marchés. C'était Casper. Ciao.